Le Congo a une dette très grande. Oui, le Congo a toujours une dette importante, je n'ai pas le chiffre en tête, mais donc la dette continue évidemment d'occuper une part importante du budget du Congo et donc empêche le développement de secteurs comme l'éducation, la santé, etc. puisqu'il y a 30 à 40% qui sont remboursés du budget qui sont destinés au remboursement de la dette et donc c'est un vrai rapt par rapport à des objectifs de droits humains, etc. Et donc la dette constitue toujours un frein très important au développement du pays. Quel est le propriétaire de cette dette? Il y a différents créanciers, il y a la Banque mondiale et les institutions financières internationales, donc Banque mondiale, FMI. Il y a aussi des créanciers privés, donc des banques privées. Et puis il y a ce qu'on appelle la dette bilatérale, c'est-à-dire la dette entre deux pays. Donc par exemple la Belgique détient toujours des créances vis-à-vis du Congo, alors que l'ensemble de cette dette est largement odieuse et illégitime, puisqu'elle est due d'une part à la colonisation. Il faut savoir que le Congo, quand il est devenu indépendant en 1960, la Belgique qui avait emprunté à la Banque mondiale pour coloniser le Congo, pour exploiter le peuple et les ressources, a transféré de manière tout à fait illégale cette dette au Congo. Et donc la Belgique a dit au Congo, vous voulez être indépendant, voilà la facture. Alors qu'il y a différents traités en droit international qui disent très clairement, notamment le traité de Versailles, qui dit très clairement qu'il est interdit de transférer une dette quand celle-ci a servi à exploiter, à envahir ou à voler un peuple. Et donc la Belgique a, en 1960, enfreint le droit international en transférant sa dette. Ça, c'est l'acte 1 de la dette illégitime du Congo. Et puis ensuite, il y a eu, donc toujours en 1960, enfin en 61 exactement, l'assassinat de Patrice Lumumba, qui a été démocratiquement élu par le peuple congolais, qui est un des leaders du mouvement indépendantiste. Et donc en 61, Lumumba est assassiné, puisqu'il rentrait en contradiction avec les intérêts de la Belgique. Il travaillait vraiment pour le développement et les droits du peuple congolais. Donc il a été assassiné et les États-Unis, la Belgique et d'autres acteurs ont mis en place le général Mobutu, un dictateur, qui est devenu très rapidement le bon élève de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a fait énormément de prêts à Mobutu. Et j'ai envie de dire l'ensemble, mais quasi l'ensemble de ces prêts-là ont été largement détournés. Il faut savoir que quand Mobutu a quitté le pouvoir en 1997, sa fortune personnelle était de 8 milliards de dollars et la dette du Congo à ce moment-là était de 10 milliards de dollars. Et donc il y a vraiment une confusion d'intérêts. Donc Mobutu a largement profité de l'argent prêté par la Banque mondiale, soit pour s'enrichir, entretenir son clan, etc. Ou alors il y a aussi eu des très grands projets qu'on appelle les éléphants blancs. Et ça c'est par exemple le barrage Inga, qui est un barrage hydroélectrique qui a été construit par des sociétés italiennes et qui constitue 20% à ce moment-là de la dette congolaise. Et il faut savoir que donc c'est un projet énorme, colossal, et qui a pour unique but d'électrifier la région katengaise où il y a l'extraction de minerais. Et donc on a un barrage hydroélectrique colossal alors que 90% de la population n'ont pas accès à l'électricité. Et donc ce barrage a vraiment été construit pour les besoins de l'industrie minière et non pas pour les besoins du peuple. Et ça, donc le fait que ce soit lié à la corruption et des types de projets qui ne servent pas la population, c'est ce qu'on nomme une dette odieuse et illégitime. Il y a 3 en gros critères pour ça. Le premier, c'est que donc l'argent emprunté n'a pas servi à la population. Là, c'est très clair. Le deuxième critère, c'est que la personne qui a emprunté, donc le général Mobutu, est un dictateur et donc ce n'est pas un régime démocratique. Et le troisième critère, c'est que les créanciers savaient, en prêtant l'argent, que cet argent-là serait détourné. Et là, c'est très clair aussi, puisqu'il y a un rapport qui sort au sein de la Banque mondiale, qui s'appelle le rapport Blumenthal,
et qui dit clairement, attention, quand on prête $1 à Mobutu, il y en a X% qui sont largement détournés. Et on peut se dire qu'après ce rapport, après la sortie de ce rapport, la Banque mondiale va arrêter ses prêts, va arrêter de prêter de l'argent à Mobutu, puisqu'elle sait que cet argent-là est détourné. Et on se rend compte, au contraire, que les prêts augmentent de manière importante. Et donc la Banque mondiale sait très bien que Mobutu vole son peuple et continue de l'arroser quelque part. Et donc il y a plusieurs explications à ça. Il y a l'accès aux ressources qui est très importante. La Banque mondiale, en entretenant Mobutu, sait très bien que les pays occidentaux ont un large accès aux ressources et peuvent piller le Congo très largement. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est qu'on est en plein contexte de guerre froide et que l'enjeu à ce moment-là, c'est de créer des remparts au communisme. Et donc Mobutu constitue un de ces piliers de l'idéologie néolibérale que l'Occident impose largement à travers la dette et l'ensemble des conditions qui sont liées à cette dette-là. Et tout ça a continué après Mobutu? Tout ça a continué après Mobutu de manière peut-être moins flagrante, dans le sens où Mobutu est quand même connu pour être le très grand dictateur, mais Kabila père et Kabila fils ont absolument pas rompu avec le cercle vicieux de l'endettement. Le Congo est toujours dans ce processus-là. Aujourd'hui, il a signé, donc il y a quelque temps, l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés, qui est un nouveau programme, maintenant qui est un peu daté, mais un programme de la Banque mondiale qui vise l'allègement de la dette. Et donc la Banque mondiale va dire, ok, vous êtes incapable de payer votre dette, on va vous proposer un plan d'ajustement structurel. Ça, c'était le nom du programme antérieur, mais PPTE, c'est exactement la même chose. Et donc, en échange de mesures politiques, on va alléger une toute petite partie de votre dette. Quel est l'enjeu ici? La Banque mondiale a très peur que les pays qui ne peuvent pas payer leur dette arrêtent de la payer. À un moment donné, ils disent mais non, là c'est trop, on n'y arrive plus, etc. Et donc ils vont alléger une toute petite partie pour que cette dette reste soutenable. Donc ils ont évalué de manière économique tout un certain nombre de critères qui calculent la soutenabilité de la dette. Et l'enjeu est que les pays continuent à rembourser, donc ils préfèrent annuler une toute petite partie, donc c'est vraiment rien, ça ne rompt absolument pas avec le système de la dette. Et alors en échange de ce petit allègement-là, ils vont demander aux pays de privatiser un certain nombre de secteurs stratégiques, d'ouvrir largement leurs barrières douanières, d'augmenter la TVA, etc. Une panoplie de mesures tout à fait antidémocratiques, puisque en gros ça impose des plans d'austérité très graves pour les populations qui sont déjà dans des situations extrêmement difficiles. Et donc voilà, ça c'est la logique de la dette, c'est vraiment un système d'accaparement des richesses, de contrôle politique. Et donc aujourd'hui on peut poser la question, est-ce que le Congo est indépendant 51 ans après les indépendances? Il n'y a pas vraiment eu de rupture dans le système de domination. Il y a eu un changement de domination. On est passé d'un État colonial dominé par un autre à un système avec différents acteurs qui dominent économiquement et politiquement d'autres pays via le mécanisme de la dette. Et le Congo continue à payer la dette? Le Congo continue à payer sa dette. Il y a eu différents effets d'annonce récemment, justement suite à le Congo est arrivé au point d'achèvement de l'initiative PPTE, ça veut dire qu'il a eu ce petit allègement-là. Donc on a pu lire, par exemple en Belgique, dans la presse, que le Congo n'avait plus de dette, que la situation a été réglée. Le Congo continue aujourd'hui à rembourser une dette largement odieuse et illégitime, puisqu'elle est issue à la fois de la colonisation, à la fois de la mauvaise gestion de Mobutu et de la complicité des créanciers. Et puis après, elle a continué
D'autres prêts ont continué à être faits par le régime Kabila et qui sont tout à fait aussi illégitimes pour la population. Mais quelle part de la dette tu crois qu'on doit condamner toute la dette ou seulement une partie? Pour ça, il faut, donc au CADTM, on demande à ce qu'il y ait un audit, parce que c'est difficile d'estimer comme ça, à vue d'œil, quelle partie de la dette doit être annulée. Ce qui est certain, c'est que c'est une très grande partie de la dette du Congo qui est odieuse et illégitime, donc cette dette-là ne doit pas être payée. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de faire un audit. C'est en gros une étude qui reprend l'ensemble des contrats de prêt sur une période donnée. Donc pour le Congo, on pourrait très bien commencer à partir du moment de la colonisation. Et on étudie tous les contrats de prêt et on détermine quels sont les prêts qui ont servi à la population. Donc effectivement, si c'était pour construire une école, un hôpital, etc., ben, cette dette-là, quelque part, est juste d'un point de vue populaire. Maintenant, tous les prêts qui ont servi à enrichir des multinationales, à piller le peuple, à le réprimer, puisqu'il faut savoir aussi que la dette coloniale est largement aussi une dette qui a servi à l'armement, notamment pour forcer la population à travailler. Donc cette dette-là, est-ce qu'on peut demander à la population aujourd'hui de continuer à rembourser une dette alors que celle-ci a servi à la chicote et au travail forcé? Et donc c'est vraiment une étude qui reprend tous les prêts et qui permet de dire ok, cette dette-là est juste, cette dette-là est injuste et donc on ne la payera pas. Donc ça c'est l'audit de la dette. Et aujourd'hui il y a un pays qui a mené cet audit-là, c'est l'Équateur, qui a fait l'audit de la dette en 2007. Et grâce à cet audit, l'Équateur a refusé de payer une bonne partie de sa dette et a pu donc consacrer l'ensemble de ses ressources économisées qui sont vraiment très importantes à des secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, etc. Et la Banque mondiale et le Fonds monétaire ont accepté la décision de l'Équateur? Accepter, non, mais quelque part, il y a ce qu'on appelle la décision souveraine. Un État a tout à fait le droit. Donc l'Équateur est un pays avec un gouvernement progressiste. Je ne pense pas qu'aujourd'hui Kabila fera ça en RDC. Mais un gouvernement peut, de manière unilatérale, déclarer « je ne payerai pas ma dette ». Puisque celle-ci, suite à une commission, en plus l'audit, c'est ça la force de l'audit, c'est que c'est quelque part, c'est pas juste une déclaration politique, il y a toute une étude concrète avec des chiffres, etc., qui permettent d'argumenter de manière tout à fait précise cette position politique et de dire l'ensemble de ces prêts n'a pas servi à ma population et donc aujourd'hui je décide de refuser de la payer. Et donc ça, c'est une décision qui est tout à fait possible de prendre politiquement par un gouvernement. Et puis, il peut invoquer différents textes juridiques sur lesquels on peut baser cette déclaration. Il y a aussi, donc j'ai parlé de la dette odieuse et illégitime, il y a aussi ce qu'on appelle l'état de nécessité. Un gouvernement peut très bien dire, aujourd'hui, mon pays est dans un état de nécessité, mon peuple a besoin de manger, de se loger, de se nourrir, d'assurer l'ensemble de ses droits humains fondamentaux. Et donc, si je rembourse ma dette, je mets en péril ces droits-là. Et donc, je suis dans la nécessité de refuser de payer cette dette pour assurer à ma population des droits auxquels je suis soumis aussi. Un État doit fournir à sa population un certain nombre de droits. Et donc, quand la dette rentre en contradiction avec ces droits-là, il est tout à fait possible aussi de s'y opposer. Et tu ne crois pas que Kabila peut faire la même chose que Rafael Correa? Peut-être Kabila fils, qui était quand même, je pense, je ne suis pas tout à fait calée sur les régimes de Kabila, mais aujourd'hui Kabila ne fera pas ça. Il est de nouveau tout à fait, on l'a vu avec toute cette initiative PPTE, donc pays pauvres très endettés, où la banque a demandé énormément de réformes politiques très dures pour la population. Kabila a mis en place l'ensemble de ces réformes. Il n'est pas du tout, il n'y a aucun signe aujourd'hui qui montre qu'il est ne serait-ce critique par rapport à ces politiques. Et donc je ne pense pas que Kabila va prendre une telle mesure. Et donc au niveau du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, on est lucide aussi sur cette question de... Voilà, aujourd'hui, il y a peu de gouvernements
partout dans le monde qui prendraient des mesures favorables aux droits des peuples. Ils sont plutôt dans une logique capitaliste, libérale. Et donc la stratégie, quelque part, c'est les mouvements sociaux, c'est la masse populaire, c'est d'arriver à un moment donné à forcer un gouvernement à se positionner sur la question de l'endettement et à dire nos droits avant les créanciers. Et donc ça, pour nous, c'est une des stratégies qu'on mène, c'est d'arriver soit à faire des audits citoyens, parce que l'audit n'est pas forcément obligé d'être mené par des experts, etc. Ça peut être des gens, ça paraît compliqué comme ça, mais quand on s'y intéresse un peu, on se rend compte que c'est une question qui peut être menée de manière citoyenne, et donc de mener soi-même l'audit de son pays, savoir pourquoi aujourd'hui on nous demande de rembourser une dette, à quoi celle-ci a servi, ça c'est informer les gens par rapport à ça, ça c'est un. Et puis deux, se mobiliser, se battre dans des liens de solidarité internationale. Donc en Belgique, par exemple, on soutient les mouvements congolais qui militent pour l'annulation de la dette et essayer d'avoir une force, un rapport de force positif pour pousser à cette annulation de dette. Ces mouvements au Congo, est-ce qu'il y a des forces acceptées pour le gouvernement de travailler Il y a en tout cas des points très positifs, notamment au niveau de la radio. C'est un message, l'annulation de la dette, la violation des droits humains, etc. Enfin, tout le travail qui est fait par les organisations membres du CADTM qui sont au Congo ont un écho assez favorable dans la télévision et dans les radios. Et donc pour nous, ça c'est aussi quelque chose qui est très important, puisque beaucoup de gens s'informent à travers la radio, les radios locales, etc. Et donc c'est un message qu'aujourd'hui on arrive largement à faire passer, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. La presse écrit aussi régulièrement des articles là-dessus, puisque donc en plus ils étaient dans le processus d'allègement de la dette. Donc il y a pas mal de journalistes qui ont suivi la question et qui donnaient aussi de temps en temps la voix aux personnes qui critiquent ces politiques-là. Et donc je crois qu'il y a en tout cas un niveau d'information au niveau du Congo qui se fait, qui passe, et donc c'est aussi par là qu'on arrivera à la mobilisation. Et le gouvernement de Kabila accepte la proteste, il y a des libertés d'expression, on peut dire tout ça, il y a des problèmes. C'est pas, je pense que les personnes qui se positionnent sont dans des situations difficiles. Je crois que il y a une certaine forme de liberté d'expression, puisqu'il y a une parole qui est donnée dans les médias. C'est pas non plus les grands médias, mais il y a quelquefois on arrive à passer des messages dans ces grands médias. Et donc, a priori, j'ai l'impression que il y a une certaine forme de liberté d'expression. Je sais pas vraiment comment. Le degré, etc., je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, il y a possibilité de s'exprimer et ces personnes-là, je ne pense pas qu'elles soient... peut-être qu'elles sont menacées, ça je ne sais pas. Mais voilà. Et comment tu dirais que c'est maintenant la situation économique au Congo? La situation économique est... Alors si on parle de croissance, hier dans l'exposé il était dit que le Congo commence de nouveau à une croissance économique. Si on regarde les indicateurs économiques, peut-être que le Congo est dans une situation, vraiment d'un point de vue économique, peut-être pas si mal que ça, mais quand on voit l'ensemble des ressources de ce pays, des richesses potentielles de ce pays et sa situation économique, ça c'est dramatique, évidemment. Enfin, le Congo n'est pas, même d'un point de vue purement économique, à la hauteur du développement de ses capacités, si on prend la logique libérale, etc. C'est certain. Mais ce qui est très grave, c'est que, et ça c'est valable pour de nombreux pays dits en voie de développement, c'est qu'on peut avoir des indicateurs économiques très hauts, et puis l'ensemble des indicateurs sociaux qui sont, eux, extrêmement bas. Et ça, c'est toute la logique de développement qu'il faut remettre en question, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de développement, que ce soit ici, dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, on entend développement économique et on n'entend pas le développement humain, les droits humains. Et donc ça, c'est quelque chose de très grave et qu'il faut arriver à faire comprendre, à conscientiser
notamment ici, les personnes des pays du Nord, que le développement, ok, mais à condition que ce soit un développement qui soit décidé par les peuples eux-mêmes, quel développement et comment, et pas un développement imposé de l'extérieur, et que le développement, c'est pas un critère économique, mais c'est bien l'assurance pour chacun de ses droits fondamentaux, santé, éducation, logement, transport, etc. Et c'est ça le développement, c'est pas autre chose. Et de ce point de vue-là, le Congo, alors, est un pays qui n'est absolument pas développé, non pas pour des raisons de capacité, mais pour des raisons de pillage, de vol, voilà, le Congo, politiquement, depuis Lumumba, n'a pris aucune mesure politique qui lui a permis, à un moment donné, de se positionner en rupture avec le développement qui lui a été imposé par les puissances occidentales, et donc de se développer à sa manière et pour son peuple. Au Congo, il y a beaucoup de richesses, on parle de coltan et autres minéraux, mais on dit aussi que ça ne profite pas le Congo, mais il y a beaucoup de pillages. Tu crois que ça va changer? On peut organiser bien l'industrie, la minière. J'espère à vrai dire que ça va changer, mais c'est vrai qu'il y a différentes... Tout ça c'est politique, c'est que si demain, par exemple, Kabila dit qu'il nationalise les ressources naturelles, comme l'ont fait par exemple d'autres gouvernements en Amérique latine, la question c'est à qui profitent ces richesses. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a des richesses qui sont colossales, elles sont majoritairement exploitées par des multinationales des pays occidentaux qui rapatrient immédiatement les bénéfices dans les banques. Donc le Congo est pillé, et ça dure depuis que Léopold II a jeté son dévolu sur ce pays. Et donc, par exemple, par rapport aux ressources, il faut les nationaliser, il faut que ces ressources-là appartiennent au peuple. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une décision politique qui dise, attendez, là, ce coltan, l'or, les diamants, etc., c'est les diamants des Congolais. Et donc, si vous voulez des diamants là-haut, eh ben, il va falloir les payer. Et donc c'est vraiment des décisions politiques qui peuvent changer ça. Et alors, est-ce que ça va changer? Historiquement, je crois qu'il n'y a eu aucun changement sans lutte. Et donc, c'est pas du jour au lendemain, mais je crois qu'il faut que l'ensemble des peuples se lèvent, et pas seulement les Congolais, puisque la question du coltan, ça nous concerne tous. Je veux dire, on a tous un téléphone portable dans lequel il y a du coltan. Et donc, à un moment donné, c'est comment on comprend cette question et comment on crée des liens de solidarité entre les peuples, et comment on arrive ensemble à faire avancer les choses. Et alors après, moi, c'est mon point de vue, mais il n'y a que par la lutte politique qu'on peut arriver à ce changement. Historiquement, on l'a bien vu, tous les droits acquis, les droits qu'on a ici ou ailleurs, c'est des droits qui n'ont pas été donnés par les gouvernements. C'est à un moment donné les gens qui sont sortis dans la rue, qui ont fait des grèves, qui ont fait des manifestations, etc., et qui ont demandé leurs droits. Et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver quelque part à impulser, pousser à un changement. Mais tu dis que ça va passer d'un jour pour un autre. Tu crois que ça peut améliorer dans peu d'années ou peu de temps? Je ne sais pas, j'ai l'impression, aujourd'hui, on est dans quelque part, c'est un peu cynique ce que je vais dire, mais la crise financière internationale de 2007 est quelque part une aubaine, je dis bien c'est cynique, mais pour la compréhension de ces enjeux-là. Depuis les années 80, les pays en voie de développement sont confrontés à des créanciers, à la dette, etc. Les pays du Nord, et notamment l'Europe, la plupart des gens ne savaient même pas ce qu'était la dette publique, ne comprenaient pas forcément ou ne s'intéressaient pas forcément à ces questions économiques, pensaient que c'était très compliqué, etc. Aujourd'hui, on voit que de nombreux pays européens sont confrontés à cette question de la dette publique, et c'est exactement les mêmes acteurs et c'est exactement le même discours. Qui on voit arriver en Europe? Le FMI. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous avez une dette publique très importante, il va falloir la rembourser. Et pour la rembourser, le peuple va devoir se serrer la ceinture.
avec des plans d'austérité. Donc c'est licenciement des fonctionnaires, c'est un recul sur tous les droits acquis. Donc que ce soit le chômage, les secteurs publics de la santé, de l'éducation, etc. Le FMI dit « je vous prête de l'argent pour sauver votre situation économique à condition que vous licenciez des fonctionnaires, qu'on augmente la TVA, etc., etc., etc. » Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui permet une compréhension de ces enjeux et qui permet une solidarité internationale. Ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Grèce, c'est exactement ce qui se passe au Congo, au Burkina Faso, en Amérique latine, etc., depuis des années. Et donc il y a vraiment ici un enjeu pour l'ensemble des mouvements sociaux et pour l'ensemble des peuples de se dire on se bat contre les mêmes acteurs, contre le même système. Et c'est bien ça qu'il faut arriver à créer, c'est cette compréhension que finalement, ras-le-bol du FMI, ras-le-bol de la Banque mondiale, et on ne veut plus subir la dictature des créanciers. Les gens peuvent peut-être maintenant comprendre mieux la situation du Congo parce qu'on subit le même problème, mais on a la sensation que c'est David contre Goliath, non? On va perdre ici de la même manière qu'on a perdu au Congo. Mais est-ce que, enfin ça, on verra. Moi, je ne sais pas ce que ces mouvements vont donner, mais j'ai toujours l'impression que ça a toujours été David contre Goliath. Quand les femmes se sont battues pour le droit à l'avortement, c'était aussi David contre Goliath. Quand elles se sont battues pour le droit de vote, c'est pareil, il y avait aussi une... Enfin, j'ai l'impression que ça n'a jamais été simple et ça a toujours pris du temps. Et donc c'est vrai que depuis ces dernières années, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de victoire sociale. On est notamment en Europe, on est dans un contexte où après de nombreuses victoires, on a eu de nombreuses défaites. Et c'est vrai qu'on est face à quelque chose d'énorme et qu'il faut soulever. Mais quand je vois les mobilisations ici en Espagne, je trouve ça très positif et ça donne espoir. Un gouvernement ne peut pas être sourd ad vita aeternam. Et je pense que quand le peuple en a ras-le-bol, il l'exprime. Et quand il y a ici 150 000 ou 200 000 personnes en rue, qui aurait dit il y a un mois que l'Espagne était capable de mobiliser tant de monde sur des questions politiques, qui était capable, avant la chute de Ben Ali, de dire que la population serait capable de foutre dehors Ben Ali. Les Tunisiens n'y pensaient même pas. Si on disait aux Tunisiens vous allez faire la révolution, ils nous auraient dit mais alors là c'est David contre Goliath, c'est énorme, c'est impossible, Ben Ali est installé, il a son réseau, il ne bougera pas. Et ça s'est fait. Et donc moi je crois qu'il faut y croire parce que sinon on n'avance pas. Et il y a aussi de nombreux exemples qui montrent que c'est possible. Et c'est vrai que les grands médias en parlent très peu. Quand on voit la couverture de ce mouvement ici en Espagne, en Europe, en France, il n'y avait pas une ligne au début dans les journaux. Quand on voit ce qui se passe en Amérique latine, ce qui est très positif d'un point de vue du droit des peuples, on n'en parle pas ici, on ne le sait pas. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours un relais médiatique des défaites, mais jamais un relais médiatique des victoires. Et donc on oublie des fois qu'il y a des choses qui se passent et il y a des changements qui sont là. Et donc je crois qu'il faut aujourd'hui être positif, se dire il y a une nécessité de toute façon pour les gens de s'organiser et de changer les choses. Et alors regardons les victoires, regardons les expériences des uns des autres et avançons vers un autre monde.